toi un peu en fait, en quelques minutes. Je coupe ma caméra parce que ici en Martinique, la connexion n'est pas super top et moi je suis dans la partie où la connexion n'est pas super top, malheureusement. Ok, bah en tout cas, là, du coup, l'idée, c'est ce que m'a dit Cyril. J'ai des petites questions à répondre. En tout cas, n'hésitez pas à me couper si vous avez la moindre question, quoi qu'il se passe. L'idée, c'est que ce soit plutôt un échange Mhm, c'est ça, que, que tu parles tout seul en fait. que véritablement. C'est ça un peu l'idée. C'est ça. Ok, alors on est là jusqu'à, bon, c'est peut-être maxi, enfin 10 heures à peu près. On va, quelques questions-réponses. Donc tu as Samantha qui est une toute nouvelle venue dans le club. Elle s'est inscrite, c'est la dernière inscrite. Oui, c'est ça. On n'avait pas encore vu, entendu. Il y a Samuel qui est euh, un ancien, un ancien des premiers. Et Salut, salut. Mathis et moi qui sommes au bureau. Alors on va dire ça comme ça. Ok? Bon, mais on va démarrer un petit peu. Alors, Maxime, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en quelques mots? Dis un peu qui tu es. Du coup, là, je suis Maxime Chapeau. Je suis le cofondateur et le président de la société V-Game. Donc, j'ai 25 ans. Pour vous expliquer assez rapidement mon parcours, donc j'ai un parcours assez classique. J'ai fait mes études en bac scientifique. Après, je suis parti en BTS commerce international. Après, en licence commerce international et en master stratégie et développement négociation. Initialement, moi, j'étais ancien sportif de haut niveau. J'étais à l'INSEP, pour ceux qui connaissent peut-être ou pas d'ailleurs. C'est l'Institut du sport national aujourd'hui en France, ce qui regroupe en tout cas les sportifs de haut niveau. Après, suite à différentes blessures, on va dire que j'ai été, pas volontairement, mais en tout cas par rapport à la Fédé, ils m'ont gentiment mis dehors. Du coup, là, l'idée, c'était un peu de me reconvertir, en tout cas d'apporter mes connaissances et mes appétences, en tout cas dans le sport de haut niveau, et en tout cas accompagner les sportifs de haut niveau. Donc, on a créé la boîte assez rapidement, du coup, en 2018, avec mes associés. Voilà très rapidement mon parcours. Après, on a eu, enfin, moi, en tout cas, en étant ancien sportif de haut niveau, j'ai eu plusieurs sélections d'équipe de France, j'ai eu plusieurs records de France aussi en natation. Puis voilà, après, j'ai juste eu un parcours très sportif, naturellement. Plus tellement maintenant. On va dire qu'aujourd'hui, maintenant, j'accompagne les sportifs, mais j'essaye toujours de faire un peu de sport quand même. Ok, c'est important de faire le sport, tu vois. On avait fait avec Cyril, c'était un phénomène, je crois, un Smart Live. Au début, là on est au huitième Smart Live, ça fait en gros 8 mois, Bien. 8 mois que Ouais. l'association existe. Et je crois que c'était le deuxième ou le troisième où Cyril parlait de l'importance du sport enfin, dans la vie de notre compreneur. Enfin, en tout cas, l'équivalent, enfin, pour comparer un peu par rapport aux objectifs, par rapport à la rigueur, etc. Du coup, c'était super, super intéressant. Ok, bon ben enchanté en fait, du coup. Et félicitations pour ton parcours sportif et pro. Ok, du coup, la deuxième question qu'on a un peu, ça va pour Samantha et Samuel, pas de questions? Mathis? Non, ça va Non, pour le moment. Ok, bravo pour ton parcours, c'est tout. ok. Du coup, avec tes associés, comment t'es venu cette idée de créer la marque vegan? Parce que je pense que c'est devenu une marque maintenant. Alors, initialement, j'ai toujours voulu créer une société. Après, je pense que créer une société, c'est un grand mot. Je pense qu'il faut avoir l'envie, mais surtout avoir l'idée. Nous, initialement, avec mon associé, on s'est retrouvés dans un parcours scolaire, tout simplement. On devait créer une société fictive. Donc, c'était un concours d'étudiants, tout simplement. C'est le point de départ. Donc, on était 7 promos regroupés. Donc, il y avait plus de 200 élèves. Donc, cette année, le sujet, c'était les produits naturels. Donc, il fallait créer une société fictive. Donc, l'idée de ce projet-là, c'était d'avoir une bonne note, tout simplement. Donc, on était 15 étudiants regroupés, enfin, coupés, je veux dire, en 7 groupes. Puis on a commencé à créer du coup cette société fictive, donc il fallait faire comme une vraie boîte, donc déposer des statuts, enfin encore une fois fictif, enfin fictive, donc déposer des statuts, qui est une hiérarchie. Donc moi dans ce projet-là j'étais directeur commercial. Il faut savoir que moi en fait j'ai fait mes armes en start-up. J'ai pendant 3 ans bossé en alternance du coup en tant que business développeur. Et donc du coup j'avais certaines appétences pour la négociation et en tout cas pouvoir chercher des clients.
Et en fait, durant le projet, nous, on devait, comme je l'avais dit, hein, trouver des, des clients, des prospects en tout cas. Et on a commencé à chasser, j'ai commencé à chasser. Et puis, on a créé Vegan naturellement. On s'était dit pourquoi pas proposer des produits naturels dans le sport, parce que ce groupe-là qu'on avait, tout le monde était un peu dans le sport, hein, donc on s'est dit allez, pourquoi pas, on se lance dedans. Et puis du coup, il s'avère que durant le projet, moi j'avais contacté différentes grosses structures. J'y viendrai après, comment j'ai réussi en tout cas, parce que tout le monde pense que du coup contacter les grosses sociétés compliqué. J'y viendrai après, du coup, comment arriver à avoir les bons contacts au bon moment, sachant que nous, initialement, cette boîte était fausse. Donc, du coup, pendant le projet, on a réussi à contacter les gros clubs de Ligue 1, des clubs de Ligue 2, des clubs du top 14. Et du coup, il y a eu ces clubs-là qui étaient intéressés par nos produits et qui attendaient des échantillons. Et c'est là où c'est parti bien plus loin que prévu. On est parti voir le directeur d'information en lui expliquant que ça va bien plus loin que ce qu'on pensait. Donc, du coup, le projet s'est passé. Effectivement, on a été lauréat de ce projet. On a eu les 20 dernières années, parce que du coup, c'est la première fois où un projet va aussi loin. Et du coup, à la fin du projet, on s'est posé, les 15 étudiants, on s'est tous posés. Déjà, au bout de 2-3 semaines, le projet a duré un mois. Au bout de 2-3 semaines, quand j'ai commencé à avoir les retours avec mon associé actuel, en l'occurrence Yanis, donc le cofondateur, on a commencé déjà à tilter. Lui, dans le projet, il était le directeur achat et logistique, et moi, j'étais le directeur commercial. On a commencé à se poser, en se posant des questions, en se disant, tiens, mince, il y a un truc à faire. Il y a une opportunité sur le marché, et là, je pense qu'il faut la saisir. Sachant que moi, j'étais issu du sport de niveau, je savais très bien le marché, comment ça fonctionnait, comment fonctionnaient les compléments alimentaires sur le sport de niveau. Et à la fin du projet, on a décidé du coup de se poser, on a posé la question aux 15 personnes qui voulaient vraiment se lancer. Et du coup, il s'avère que du coup, mon associé et moi-même aujourd'hui, on est toujours associés, et du coup, on a décidé de se lancer nous à deux. Il y a 2 autres personnes qui ont décidé de se lancer avec nous, mais qui sont actionnaires passifs. Je l'expliquerai après, mais maintenant ils ne sont plus dans la société, on a arraché leur part. Donc finalement, on s'est lancé à 4. Donc à 4, donc deux cofondateurs et 2 actionnaires passifs. Donc c'est là en fait l'idée de Vegan a émergé. C'est là qu'en tout cas qu'on a créé Vegan. Là, on a fini notre master en septembre et le 1er octobre 2018, la boîte a été matriculée. Donc le projet s'est fini au mois de mai, si je ne me trompe pas. Donc nous, on avait déjà signé des clauses de non-poursuite aux 12 autres personnes qui pouvaient potentiellement dire que Vegan leur appartenait. Et pendant ce temps-là, on s'est entouré d'avocats, de juristes, d'experts comptables pour justement créer les statuts, déposer. Et du coup, le jour où on n'était plus étudiant, du coup, le 1er octobre 2018, la boîte a été matriculée et j'avais du coup en l'occurrence 21 ans à ce moment-là. D'accord. Ah ouais, quand même, belle aventure, hein. Mais dis-moi, lorsque tu faisais la prospection, tu disais en fait que c'était fictif ou pas? Non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. En fait, nous, on pensait pas avoir des retours comme ça. Donc, on prospectait. L'idée, en fait, c'était juste de montrer qu'on envoyait des mails, de montrer Ok. qu'on avait écrit à des contacts, mais sauf qu'on pensait pas avoir des retours. Donc, non, non, nous, on pensait, enfin, initialement, moi, je pensais pas. Bon, j'avais les techniques de prospection, j'avais les techniques de manipulation aussi pour. Manipulation, il n'y a rien de néfaste, attention, je tiens à dire, il y a pas. J'ai manipulé personne, mais les manipulations, c'est pas un mot qui est forcément néfaste. Mais non, non, on ne disait pas que c'était faux. Au contraire, on disait qu'on avait des vrais produits. Et c'est là, du coup, on s'est posé des questions. Ils ont demandé à avoir des échantillons. On s'est dit, oula, ça a commencé à poser des problèmes, tout ça. Ok, ok. Et mais justement, pour les échantillons, vous avez fait quoi? Et rien du tout. En fait, l'idée, c'est que à la fin du projet, on a expliqué, du coup, à nos clients potentiels, en tout cas nos prospects, donc il y en a certains qui sont devenus clients par la suite, que dans, dans, dans une quête d'amélioration constante, que du coup, effectivement, on s'est rendu compte qu'on pouvait optimiser tel taux de protéines, optimiser tel acide aminé. On les a un peu manipulés pour du coup, effectivement, leur dire que dans quelques mois, on va du coup proposer un produit qui sera d'autant meilleur et que du coup, de l'intérêt pour eux, c'est de tout attendre. Puis eux, du coup, les clubs de niveau, ils vont pas se presser pour venir vers toi. Si t'es pas prêt, ils s'en fichent. Donc en fait, ils ont attendu tout simplement. Puis ils ont pas attendu en soi, ils ont juste trouvé quelqu'un d'autre à ce moment-là, c'est tout. Ok, ok. Ça marche. Ah ouais, ok. Ouais, je vois. Ça me rappelle en fait, t'expliquer ça. Enfin, une idée, parce que j'ai lu des livres sur le développement personnel, en fait. Et le processus que vous avez eu, ça me rappelle quelque chose, en fait, qui dit que, en gros, si tu veux quelque chose, pense déjà, fais comme si tu l'as déjà, pense comme s'il était déjà créé, comme s'il existait, enfin voilà. Mm. Mets-toi déjà comme s'il était dans ta possession, en fait. Et
Et puis ensuite, c'est tout, en fait. Ça se passe, ça se fait, en fait. Et votre fonctionnement là, ça me fait tilt dessus. Ouais. Ok. Mathis, tu voulais dire quelque chose? Oui, oui, c'était juste, en fait, tu peux nous décrire un peu mieux en fait, tes produits, ce que vous proposez exactement, pour que je comprenne un peu comment ça a évolué et tout. Ouais. Alors nous, en fait, aujourd'hui, l'idée de Vegain, c'est que aujourd'hui, le premier produit qu'on a sorti, c'est une protéine, tout simplement. Aujourd'hui, on n'a rien inventé de nouveau. Pour t'expliquer sur le marché, en fait, les protéines, ça existe déjà depuis des dizaines et des vingtaines d'années. Il y a des gros acteurs qui sont présents sur le marché. Sauf qu'en fait, il y a un problème sur l'image de marque. En gros, il y a des protéines qui sont... Je prends un exemple tout bête, c'était des recherches qu'on avait fait. Apurna, je prends l'exemple de Apurna qui propose une gamme vegan. Et si on regarde dans le fond, en fait, Apurna appartient au groupe Lactalis. Donc, il n'y a pas de cohérence. Finalement, c'est le leader mondial de lait qui propose des produits véganes. Donc, nous, en fait, ce qu'on a cherché, c'est finalement harmoniser tout ça. Donc, en fait, on est la première marque française aujourd'hui qui propose des protéines entièrement végétales, biologiques, avec une conception et une production entièrement française et la certification antidopage. Et là où on veut vraiment se démarquer, et c'est justement via les appétences que j'avais en tant que sportif de haut niveau, c'est d'avoir un produit qui soit entièrement naturel. Donc, c'est-à-dire pas d'édulcorants, pas d'arômes artificiels, pas d'émulsifiants, pas de conservateurs, pas d'additifs. Tout ce qui peut habituellement connu et reconnu dans les compléments alimentaires, ce qui peut être parfois cancérigène. Du coup, on a fait le choix de faire abstraction de tout ça. Donc aujourd'hui, on a une image de marque, un produit qui est assez solide. Donc je vais en venir effectivement pour t'expliquer. La marque, on l'a créée en 2018. Nous, on n'est pas ingénieur, on n'est pas agroalimentaire, on n'est pas ingénieur agroalimentaire. Donc on s'est entouré d'experts, de nutritionnistes, de médecins du sport, d'ingénieurs agroalimentaires pour créer Vegain. Et en fait, on a eu 13 mois de recherche et développement. Donc ça aussi, c'était une chose qui était importante, c'est du coup de prendre son temps, de pas de se précipiter. Donc la marque a été créée le 1er octobre 2018 et le produit est sorti en novembre 2019. On a cherché, tu vois, je vais te montrer, on a en fait cherché à avoir un branding qui soit totalement différent des produits. Les protéines, c'est très musculation, tu vois, avec des produits très bruts, des produits en plastique qui sont pas très agréables à regarder. Et nous, en fait, l'idée, c'est qu'on voulait avoir une démarche de marque solide. Donc, tu vois, on est labellisé, on est vegan, on est bio, tout est fait en France, fabriqué en France, packaging fait en France, packaging qui est biodégradable et recyclable. Enfin, voilà. L'image, c'était ça, c'est en fait créer une marque solide et pas finalement de faire du greenwashing, comme on peut le voir très souvent. D'accord. Okay. Et du coup, à part les protéines, vous vendez quoi d'autre? Et du coup, on a eu les protéines, en fait, c'est le premier produit qu'on a sorti. Et là, on a 3 produits qui vont arriver, parce qu'il faut savoir qu'on a sorti le produit en novembre 2019. Et 4 mois après, il y a eu la crise du Covid. Donc, c'est-à-dire fermeture des salles de sport, fermeture des boutiques, fermeture des clubs professionnels. Donc là, on a dû avoir un changement de stratégie. De toute façon, on va y revenir juste après, si je ne me trompe pas, c'est la prochaine question. Ouais. Donc en fait, pendant presque 1 an et demi, on n'a pas pu développer d'autres produits, parce qu'en fait, les circuits qu'on voulait mettre en place étaient fermés. Tout simplement, donc après, on a changé de stratégie. Et aujourd'hui, on a 3 nouveaux produits qui vont arriver. Donc ça va être un tonic, ça va être de la Swaganda, ça va être des vitamines. On a aussi également un livre de recettes qui va arriver, parce qu'en fait, l'idée, c'est de finalement se développer autre que le... Aujourd'hui, là, on est présent, on est connu. L'idée, c'est d'aller ailleurs maintenant. Du coup, tu parles du livre de recettes sur le site de Vegan. Il y a déjà un livre de recettes, donc ce sera un autre ou c'est... En fait, l'idée, c'est que le livre de recettes, il est digital aujourd'hui sur Vegan. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui voulaient l'avoir en format papier, donc on l'a retravaillé avec un nutritionniste du sport. On l'a vraiment mis en place et là, du coup, on va le sortir en format papier. Et l'idée, en fait, c'est de montrer et démontrer que les protéines ne sont pas faites que pour les sportifs, pas que pour les sports de haut niveau aussi en plus. C'est qu'en fait, tout le monde a besoin d'avoir un apport en protéines, en glucides ou en lipides. Donc aujourd'hui, c'est ce qui va se passer pour le nouveau livre. D'accord, ça marche. Ok. Et du coup, tu as un peu parlé de ta stratégie, de la stratégie que vous avez mis en place. Est-ce que tu voulais rajouter d'autres infos? En fait, l'idée, c'est que ça, c'est une stratégie. On est parti vraiment à l'encontre du marché. Et ça, c'est important, je pense, d'avoir une bonne stratégie de pénétration. Nous, l'idée, c'est qu'on s'était dit, on va attaquer les gros du marché. Donc, bien sûr que les lead time étaient assez importants pour signer des gros clubs comme on a aujourd'hui, comme la Saint-Etienne, ou comme Montpellier, comme le Stade Toulousain, comme le Paris FC, enfin, tous ces gros clubs-là. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, il y avait tellement d'acteurs sur le marché qui étaient présents. Il fallait qu'on montre que, du coup, nous, les petits qui arrivent, avons une certaine notoriété, une crédibilité sur le marché. Donc, on a tout fait pour attaquer les gros du marché parce qu'on savait qu'on a fait beaucoup d'R&D, parce qu'on savait qu'on avait un bon produit. Et du coup, la stratégie de pénétration, c'était d'attaquer les gros. Donc, d'attaquer les clubs de foot de Ligue 1, de Ligue 2, Top 14, pour finalement ensuite aller voir les petites boutiques et leur dire, même s'ils ne nous connaissent pas, oui, mais effectivement, on est avec les gros.
Comme en l'occurrence, Decathlon, on a mis très longtemps à les chasser. Et aujourd'hui, Decathlon Europe, donc, ça a été des négociations pendant plus d'1 an. Mais aujourd'hui, on est content d'être chez Decathlon Europe. Ok. Ça marche, ça marche. Ok, c'est vrai, c'est... Du coup, pour le coup, Saint-Etienne, c'est balle au pot, en fait. Bon. Le truc que je rigole, le pire, c'est qu'on est en phase finale avec le FC Metz. Sauf que là, on a mal joué. Là. Ouais, du coup, ouais, c'est peut-être dû choisir Metz ou Lens, peut-être, je sais pas. C'est peut-être un meilleur coup. Ok, ça marche, ça marche. Attends, je vais juste me moucher 30 secondes. Vas-y. J'arrive. Salut, bonjour. Du coup, bonjour Jennifer. Tu es arrivé. Qui est nouvelle aussi, si je ne me trompe pas. Jennifer, qui est la spécialiste des petits plats. Donc, si le prochain. Qu'est-ce qui c'est. Samir, tu t'es connecté sur ton ordinateur? Ok. Du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Du coup, tu te mouches, tout ça, on va parler du Covid au final. Comment ça. Bon, il y a moi j'ai le Covid, à mon avis. Ah, bah écoute. On a l'habitude, au bout de la 4e fois, on connaît maintenant. Ouais. Au bout d'un moment. Du coup, tu as parlé un peu des salles de sport qui ont fermé. Du coup, le Covid un peu, je pense pour tout le monde, vous avez été obligé de revoir la stratégie, développer de nouveaux produits, penser à peut-être d'autres places de distribution, enfin bon voilà, d'autres moyens de distribution. Est-ce que tu peux en dire un peu plus dessus, comment vous avez réagi, comment vous avez été impacté, direct et indirectement, tu vois, un peu comment ça s'est passé? Bah, déjà, c'est pas compliqué en fait. Je pense que comme beaucoup de sociétés, comme beaucoup de personnes, quand il y a eu le Covid, bah, du coup, tous les circuits de distribution ont été bloqués. Comme j'ai dit, les professionnels ont été arrêtés, les salles de sport ont été fermées, les boutiques ont été fermées. Donc en fait, il n'y avait aucun moyen de revendre nos produits. Donc là, ça a été très simple. On a fait une réunion un peu avec une réunion de crise avec les actionnaires passifs et le cofondateur. Et je leur ai expliqué qu'il fallait changer de stratégie, qu'il fallait qu'on mise tout sur le digital, alors qu'à la base, ce n'était pas du tout la stratégie de départ. Et c'est là où, en fait, on a développé les partenariats individuels auprès des sportifs de niveau. Donc là, c'était le point de départ. C'est là on a cassé un peu le marché par rapport à nos concurrents. Je sais qu'on est très mal vu par rapport aux concurrents dans ce sens-là. Aujourd'hui, on compte plus de 180 athlètes de haut niveau, des médaillés olympiques. On a des Coralie Lassource, on a le capitaine de l'équipe de France, on a des Anna Philippe qui joue en équipe de France de basket, on a Anthony Mounia, footballeur. L'idée, c'est qu'en fait, on est parti du constat du principe que les sportifs de niveau, ils ont un besoin. Et même pendant le confinement, ils avaient besoin de consommer. Sauf qu'ils n'avaient plus accès aux produits des clubs. Et là, du coup, on a cassé un petit peu les codes du marché. Donc, on a fait des partenariats avec eux. Il faut savoir que quand on fait des partenariats avec eux, c'est eux qui nous payent. Donc, je sais que c'est un peu bizarre de le présenter comme ça. Donc, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on part d'une découverte, on crée un besoin qu'ils ont, mais la plupart du temps, forcément, ils vont répondre favorablement. Et du coup, derrière, on fait des partenariats avec eux. Donc, en échange en fait, on leur met un code promo en place, tout simplement. Et eux, derrière, ils nous créent de la visibilité. Donc, c'était le seul moyen qu'on avait pendant le Covid, de survivre. Parce qu'on n'a pas bien vécu, on a juste survécu. Enfin, survivre, c'était le seul mot d'ordre qu'on avait. Donc, c'était la seule chose qu'on a mis en place pendant le Covid. Et aujourd'hui, ça continue, parce qu'aujourd'hui, on a plus de 180 athlètes qu'on accompagne dans différentes secteurs d'activité. D'accord. Et du coup, tu as parlé du digital, ton site web, ça correspond à peu près à combien de pourcentage du chiffre d'affaires en fait? Et bah, pendant le Covid, ça représentait 90% de même 95% de notre CA. Aujourd'hui, ça représente, je dirais, 30%, un peu moins même. D'accord. Sachant que nous, on a fait le choix, et c'était vraiment une volonté de notre part, on voulait mettre vraiment aucun coût de communication sur le digital, parce que c'est pas une stratégie qui nous intéresse aujourd'hui, de mettre des posts sponsorisés ou des choses comme ça. Je pense, à mon sens, c'est pas intéressant. Après, chaque vision est différente, mais on n'a mis aucun argent, et c'est vraiment une volonté qu'on voulait faire. Ok, vous avez vraiment plus pensé à partenariat en fait. Ok. En fait, en gros, vous avez presque 180 ambassadeurs et qui portent la marque. Ok, je vois. C'est ça. C'est une bonne stratégie. Mais comment tu as fait pour qu'ils te payent, en fait, pour être ambassadeur? Bah, en fait, on part d'un besoin.
on part d'un besoin et l'idée, c'est que, encore une fois, là, il y a beaucoup de stratégies commerciales et beaucoup de manipulations. On part d'une découverte et on va essayer de leur faire comprendre que l'idée pour un sportif de niveau, c'est d'améliorer sa propre image de marque. Donc, en s'associant avec une image de marque comme Vegan qui est assez forte, bah, du coup, ça va eux-mêmes améliorer leur propre image de marque. Donc, en disant qu'ils sont athlètes vegan, une marque qui est vegan, qui est bio, qui est made in France, qui est éthique et responsable, bah forcément pour eux, il y a un intérêt. Et en plus de ça, ils vont construire avec une réduction. Donc pour eux, il y a tout intérêt à venir chez nous. Après, attention, hein, ça marche pas avec Mbappé ou des choses comme ça. On est sur des athlètes qui sont de second, si je peux me permettre de dire ça. C'est pas ceux qui sont au devant de la scène, mais c'est des athlètes qui sont en première division la plupart du temps, mais qui sont pas des big stars, si je peux me permettre de dire ça. Ok, d'accord. Bon, ça va arriver. C'est pas... Bah, faudra peut-être les payer après les autres. Ouais, ça, pourquoi je pense que la stratégie va être différente. Ce serait l'inverse. Ouais, ok. D'accord. Donc, du coup, dès le début, vous avez mis en place cette stratégie-là. Bah, pendant le Covid, ouais. Pendant le Covid, ouais. Mais ça a été une réorientation stratégique ou bien dès le début, vous avez choisi de partir dessus? J'ai pas compris, pardon. Ça a été une réorientation stratégique par rapport au Covid ou bien dès le début, vous avez choisi de partir dessus? Une réorientation pure et dure. On ne voulait pas du tout partir sur ce créneau-là. Mais encore une fois, pendant le Covid, bah, on n'avait pas le choix de miser que sur le digital. Et vu qu'on avait un site qui était un peu fragile, dans le sens où il n'y avait pas de retargeting, il y avait très peu de trafic dessus. Donc du coup, il fallait amener les gens et pour ça, il fallait prospecter. Et ce qu'on savait faire à l'époque, en tout cas, miser son commercial. Ok. Vous avez visé sur vos forces en fait et aussi l'image de marque que vous aviez déjà établie avec les gros clubs en fait. Ok. Bah, à l'époque, non, on n'avait pas encore de club. Ah, À vous avez l'époque. pas encore... On n'avait personne. Ah, ok, ouais. Ah, bah Non. oui, ça faisait un an. Ouais, effectivement. Ouais, ça faisait... On n'avait personne. C'était au bout de 4 mois, on n'avait rien du tout. Après, l'idée, c'est que on savait que mon associé, là, on était bon et là, on était mauvais. Ouais. Faut être conscient de ça aussi. Je pense qu'en entrepreneur, faut être conscient de ses forces et ses faiblesses. En communication, on n'y connaissait rien. Enfin, je veux dire, non, moi, j'ai fait mes armes en stratégie commerciale et lui en internationaux. Et en communication, on avait beaucoup de lacunes. Donc, en fait, ça ne sert à rien pour nous de mettre de la communication, payer la communication, alors qu'en vrai, on n'y connaissait rien. Donc, autant miser sur nos forces et en l'occurrence, faire de la prospection, faire du commerce, faire la négociation et ramener les gens chez nous. Ok. Vous avez pas de... Ça va, Samantha, Jennifer, Samuel, pas de questions? Non, ça va pour le moment, c'est très clair pour moi. Ok. Ça marche. Du coup, tu as un peu parlé de la stratégie. Oui, c'est bon, moi. Ok. Super. T'as parlé... Je suis conquis par l'histoire de votre histoire. Maxime. Ok. Du coup, tu as parlé un peu de ta stratégie pendant le Covid, mais il y a des KPI, enfin des indicateurs. Sur quoi sur quoi vous êtes basé en fait pour savoir que votre stratégie était la bonne. Est-ce que votre stratégie était la bonne pour vous orienter, savoir ce que vous faisiez, ce qu'il fallait améliorer, enfin voilà, un peu tout ça. En gros, de toute façon, je pense que quand tu te lances, tu ne peux jamais être sûr de ce qui va fonctionner ou pas. Après, je pense qu'il faut juste avoir un axe et s'y fixer. On ne peut pas aller partout et nulle part, c'est ce que je dis très souvent. Si jamais on essaye de pénétrer tout ce qu'on veut tout de suite, c'est un peu compliqué. Nous, on avait vraiment cette vision d'aller sur le sport de niveau parce que, en l'occurrence, lors d'un salon, on s'était fait passer pour des clients et tous les gros acteurs qu'on est parti voir ont demandé les responsables et la plupart du temps, ils nous disaient tous non, mais les clubs de Ligue 1, les clubs de Ligue 2, c'est impossible d'y aller. Et c'est là où je dis à mon associé, personne veut y aller parce qu'ils pensent qu'ils sont pas assez forts. Nous, on va y aller. Donc, bien sûr, c'était un coup de bluff. Donc, nous, on s'est basé parce qu'on pensait qu'on avait un bon produit. Et vu qu'encore une fois, j'avais les appétences en tant que sport de niveau, je me suis dit, en tant que sportif de niveau, le produit, il est bien, il est clean. Et là, on peut y aller. Et c'est ce qui a fait que ça a fonctionné. Après, aujourd'hui, ça a changé de stratégie parce que du coup, aujourd'hui, on a beaucoup d'acteurs dans le sport de niveau. Donc maintenant, c'est bon, on change d'axe. Mais je pense que quand tu as une directive, il faut y aller. Par contre, les lead times peuvent être longs. Donc après, c'est ce qu'on a mis en place. Après, on a mis beaucoup de KPI en place sur les taux de mail envoyés, sur les taux de retour, sur les taux de réponse, sur les taux de conversion. Pour savoir si jamais la stratégie était la bonne. Donc ça, c'est important aussi de mettre beaucoup de KPI en place, je pense, pour au moins mesurer et potentiellement changer d'axe. Okay.
Donc, du coup, vous avez fait beaucoup de mailing, beaucoup de phoning. Beaucoup de mailing. Pour moi, c'est ma vision, mais je pars du principe que si jamais une personne répond favorablement à ton mail et que du coup il prend un rendez-vous avec toi, c'est que déjà il est potentiellement intéressé. Et tu peux faire 20 rendez-vous, enfin, appeler 20 boutiques et avoir qu'un seul rendez-vous, alors qu'au moins quand tu sais que tu envoies des mails, aujourd'hui il y a des logiciels qui permettent de prospecter à la chaîne. Ben, au moins tu sais que quand le rendez-vous il est fixé, tu sais que la personne est déjà potentiellement intéressée. Ou du moins elle va être à l'écoute. C'est ça. Ok. Ouais, je vois. Du coup, on arrive sur la question des outils. Moi, alors, quand il m'a parlé de toi, il m'a parlé. Alors, moi, je kiffe HubSpot. Je suis tombé cet outil en 2018, je crois. Un truc comme ça, 2017-2018. Merci, putain. Excusez-moi pour le mot. Hein, voilà. Et quand vous étiez à la pépinière, là, il m'a déjà dit, ouais, je connais un gars, il utilise HubSpot et tout, machin, il kiffe ça et tout. Je dis, ah ouais. Et du coup, ben voilà. Donc, je suis content de rencontrer quelqu'un qui utilise HubSpot pas autant que moi. Je sais pas, je pense que tu as un petit coin dessus, parce qu'on n'est pas dans le même domaine. Mais c'est pas mal. Donc, est-ce que tu as parlé d'emailing, tu as parlé de. Alors, lead time, ceux qui ne savent pas, ben, du coup, explique un peu, parce que ce que sont ces termes-là, ces termes, enfin, ouais, le lead time, surtout bon, les KPI, c'est les indicateurs de performance. Bon, lead time, avec HubSpot, bon, ça va. Tu peux expliquer un peu tout ça, puis les outils que tu as utilisés pour arriver là où tu es aujourd'hui. Ça bug. Le premier outil, comme tu l'as dit, je pense que c'est le CRM. C'est vraiment l'outil le plus important. Tu as beaucoup de CRM qui existent sur le marché. PappDrive, lui, c'est celui qui est très poussé sur le commercial. HubSpot, c'est celui qui est le plus complet aujourd'hui. Après, tu as Salesforce, mais Salesforce, on arrive sur des structures qui sont bien plus balèzes. C'est vraiment pour gérer des équipes de 20-30 personnes. HubSpot, c'est vraiment celui qui est le plus agréable à manier et surtout celui qui te permet d'avoir un suivi continu sans forcément réfléchir. La première chose, c'est de mettre en place un CRM. Je pense que c'est super important. Après, le deuxième, c'est un gestionnaire de tâches. Tu en as beaucoup. Nous, on utilise Trello chez VGain. Ça permet de centraliser les idées, d'avancer aussi sur les tâches par tâche et de mettre des deadlines sur les activités, sur les tâches qu'on met en place, sur les dossiers qu'on met en place. Après, nous, dans la prospection commerciale, on utilise Snowvio pour récupérer les bases de données. Et après, on utilise Datanas pour prospecter massivement sur les outils commerciaux. Donc là, en fait, ça te permet d'envoyer 2000-3000 mails par mois, par semaine, pardon. Ah ouais. Donc ça, c'est bons outils. Et au moins, ça te permet de prospecter à la chaîne. C'est moi qui installe. Non, c'est... Et après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et après, on met des KPI en interne. Donc, c'est des gros tableaux qu'on met en place. Des KPI qui sont sur le sales, des KPI qui sont sur la R&D, des KPI qui sont sur la logistique, sur le stock, sur les réseaux sociaux. Et ça permet de traquer l'activité finalement et de pouvoir sans cesse voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et du coup réajuster quand c'est possible. Ok. Là, il y a eu des petits moments, ça a coupé à certains moments. Je ne sais pas si c'est pour tout le monde, ça a fait ça. Ah. Pardon, il y a eu des coupures. C'est bon. Il y a eu des coupures. Je ne sais pas si c'est de mon côté ou si c'est pour tout le monde en fait. Non, je pense que c'était de ton côté. Moi, c'est bon, on a tout entendu. Ok, ouais, bon. Voilà, la connexion n'est pas top. Excusez-moi, désolé. Ok, ça marche. Vous avez des questions sur les outils? Vous connaissiez un peu certains des outils Non, pas de question. J'écoute. Ok. J'aime bien la technique du mailing, c'est pas mal. Moi, je ne fais pas pour l'instant, mais c'est quelque chose qui peut être pas mal aussi. Tu pourrais, Samuel, hein? C'est que tu n'as pas encore. C'est que tu n'as pas encore posé. Mais en fait, ouais, c'est compliqué ces jours-ci. En fait, là, c'est. Enfin, je pourrais, c'est sûr, parce que j'ai dit à des mails de beaucoup de personnes, mais je ne sais pas si je pourrais assumer tout ça après toi. Ah. Ouais. Comme je suis sur le c'est chaud. Il n'y a pas de problème. Après, si vous voulez, pour les.
Pour les mails, comme j'ai dit, il y a Datanas qui permet de récupérer des mails à l'unité. Donc là, c'est vraiment ciblé, segmenté. Tu as Snowview qui permet de récupérer. Donc ça, c'est des plugins que vous mettez sur votre site internet. Donc c'est pas très légal, mais bon, on va dire que ça passe quand même. Et après, sinon, si vous voulez acheter des grosses listes, tu as base email. C'est des listes que vous avez 10 000, 15 000, 20 000, peut-être des fois 100 000 contacts. Et c'est base email, ça s'appelle. Je vais vous le noter si vous voulez. Et ça, les listes, 100 et 400 euros. Et là, il y a des grosses bases de données qui sont très importantes. Ça vous permet vraiment de balancer la chaîne. Donc, tu as selon votre activité, tu as tous les contacts des salles de sport, tu as tous les contacts de boutiques. Le problème qu'il y a, c'est quand on va cibler les grands comptes, c'est assez simple de cibler le bon buyer persona. Parce que du coup, on va cibler le directeur d'achat de Monoprix ou de Decathlon. C'est ce qu'on a fait nous, qu'on a ciblé. Du coup, on va récupérer sur LinkedIn ces données. Donc là, c'est vraiment à l'unité. Par contre, si vous voulez prospecter les salles de sport, c'est compliqué de savoir qui est le gérant. La plupart du temps, même dans les salles de sport ou les boutiques, ils n'ont pas un mail. Donc là, il faut acheter des listes. Et là, du coup, ça, c'est intéressant d'acheter directement des grosses listes. Donc, c'est un petit investissement entre 100 et 400 euros. Mais si vous faites déjà une vente, bah, vous avez déjà rentabilisé votre liste, en fait. Ok. Alors, avec Cyril, on a déjà utilisé Snowview, par exemple, pour faire l'automatisation là, des scénarios. Enfin, voilà, un petit peu, à un moment, on avait tapé une grosse base de mails. Et puis, j'ai eu un peu ça. Bon, HubSpot, moi, je l'utilise tous les jours. J'ai pas, franchement, je pense que si j'utilise pas ça, je sais pas. Je suis ça tout le temps, connecté à mon site web. Les leads arrivent seuls. Enfin, bon, je gère. Déjà, avec la partie gratuite, je trouve que, en tout cas, l'aspect contact, gestion des contacts, c'est pas mal. Ouais. Déjà, là, top. tu peux vraiment déjà, même s'il y a juste la petite signature en bas, bon, c'est pas grave, tu fais tes mails, tes landing page, tes formulaires, enfin bref, tes trucs, enfin bon, tu peux gérer. Et moi, je trouve que le CRM, alors il y a HubSpot, on t'a parlé il y a Axonote aussi, qui fait beaucoup de pubs là ces temps-ci là, je vois ça partout. Bon, j'ai été sur leur site une fois, depuis, bon voilà, je vois ça partout, mais c'est similaire. Tu as aussi avec les mails, tu as machin, comment ça s'appelle, Sendinblue, qui est utilisé pour les petites entreprises. Parce qu'en fait, en Martinique, il y a beaucoup de petites entreprises, PME, TPE, PME. Et peut-être Cyril était là, il est reparti. Il est petit. J'ai fait peur. Il a dit, mais Maximilien, je pars. Et du coup, Sendinblue, tu as une petite partie aussi CRM. Je n'ai pas encore testé, je ne sais pas ce que ça donne. Mais ça peut être sympa aussi. Tu peux envoyer je crois, 2000 ou 3000 mails par mois, tout comme ça. Je ne suis plus trop. Mais même avec HubSpot en gratuit, tu peux envoyer 2000 mails mensuels. Donc ça va, franchement, tu gères. Ouais, même, je trouve le même HubSpot en termes de gestion de lead et même de suivi, ça te permet de. J'ai n'importe quoi, moi ça m'arrive des fois où quand je prospectais un club au départ, il me disait bah écoutez, je suis sous contrat encore pendant 6 mois, bah je mets une tâche et 6 mois, t'es sûr que je vais te renvoyer un mail. Et ça, tout seul, tu peux pas. En tant qu'entrepreneur, tu as tellement de choses à penser, tellement de choses à réaliser, que cet outil-là, en fait, il te permet de ne pas penser à qui tu dois rappeler. En fait. Ça, franchement, à mon sens, c'est le plus important. Et en plus, HubSpot, même l'offre gratuite, donc on a l'offre paye. On a maintenant 11 salariés, donc c'est différent. Mais même l'offre gratuite, elle est top. Franchement, elle est super. Ouais, c'est ça en fait. Tu vois, moi j'ai l'offre payante aussi. Bon, je suis pas 11 salariés, je suis tout seul, voilà, tout simplement. Bah, ça te plaît. Non, mais c'est tout pour la partie réunion, enfin bon, organiser planning plutôt. Et effectivement, comme tu parles des tâches de planification, enregistrer les mails. Par exemple, ce qui est intéressant pour ceux qui ne connaissent pas HubSpot, les autres, je ne suis pas quelqu'un ou votre, mais vous avez envoyé un mail, vous savez quand la personne a ouvert, combien de fois elle a ouvert. Ça m'est déjà arrivé de faire, je ne sais pas, genre, je suis là, je reçois une notification, quelque chose sur mon mail, je l'appelle tout de suite. Et on va dire, tiens, c'est le Seigneur qui m'a donné un signe. Voilà, je se disais, mais comme par hasard, j'étais sur votre mail. Oui, mais c'est le Seigneur, c'est le destin, enfin, je sais pas. T'inquiète pas que c'est le tracking qui m'a dit que tu avais ouvert le mail. Et après, c'est plus simple parce que, du coup, sur l'instant, bon, après, ça dépend. Si les gens, tu vois quelqu'un qui a ouvert ton mail 15 fois, bon, voilà, c'est qu'il y a quelque chose. Ça peut arriver que ce soit juste la deuxième ou troisième fois. Il y a la planification des emails, des modèles de mails qu'on peut envoyer.
Je crois que c'est jusqu'à 9 mois, quelque chose comme ça. Du coup, tu peux planifier tout de suite, par exemple, des mails de quelqu'un comme tout ton exemple, ou moi, par exemple, des mails des personnes à qui j'ai un premier contact. Un an après, je peux très bien leur programmer un mail pour leur dire salut, ça fait un an qu'on a, enfin, je sais pas, un truc comme ça, je vous offre un truc, ou un produit complémentaire, ou je sais rien, mais bon. Et du coup, c'est assez simple. Et effectivement, quand on a ce genre d'outil-là, ça facilite la vie parce que on ne réfléchit pas à tout ça en fait. Sur le coup, ça m'est arrivé plusieurs fois dans mon agenda de me dire ah mince, j'aurais dû envoyer ça, ah mince. Mais en fait, d'une fois qu'on a ces trucs, HubSpot, l'avantage qu'il y a, c'est que tout est rassemblé au seul endroit. Au lieu d'avoir plusieurs outils éparpillés, du coup, de se connecter sur plein de plateformes, là, on a une seule plateforme, on a plein l'emailing est là, la partie landing page, les formulaires, le tracking, enfin, tracking pour ceux qui ont un gros compte. Vous avez cette option-là, vous? Enfin, toi, tu as cette option-là, le tracking des mails. Enfin, c'est des mails, des liens, je crois, quelque chose comme ça. Gratuit, ouais, c'est gratuit. Non, je crois pas. Je crois que c'est pour les pros, quelque chose comme ça. Tu fais des liens, okay. Des liens personnalisés, un peu comme des Bitly. Et t'envoies, enfin bon, je crois que c'est une version entreprise pro, je sais plus trop. Enfin bref, il y a plein de choses en fait. Et du coup, c'est pas mal. Ok. En tout cas, effectivement, je conseillerais vraiment à chaque personne de prendre un CRM. Je pense, à mon sens, c'est déjà le point de départ. Ouais, c'est clair. Du coup, on a répondu à pas mal de questions, en fait, sans même s'en rendre compte, dans l'échange là. Ouais, parce qu'on échange. Ça, en fait. Et justement, on arrive à la partie questions, enfin, questions conseils plutôt. Si tu avais des conseils à donner à nos entrepreneurs pour la prospection, la partie commerciale, tu en as déjà donné quelques pistes là, tu as déjà donné quelques pistes, mais bon, tu as d'autres choses à... Moi, franchement, les seuls conseils que, comme j'ai dit, moi j'étais noyé enfin, j'étais startup, donc c'est déjà startup, c'est pas comme les grands comptes. Les seuls conseils que je peux donner, en tout cas, je pense qu'après chacun a sa propre expérience, mais c'est surtout quand on prospecte, peut-être que vous le savez déjà, mais c'est juste de bien cibler et bien personnaliser les mails. Qu'est-ce qui va faire que du coup un grand compte ou un directeur d'achat va ouvrir votre mail, il reçoit peut-être 100 mails par jour. C'est juste de bien le personnaliser. Je n'importe quoi. Si demain on m'envoie un mail, on me dit bonjour Maxime, j'aimerais vous appeler parce que je vous propose un logiciel, j'en sais rien. Et si on me dit bonjour Maxime, j'ai vu que vous étiez CEO chez V-Gain et que vous étiez ancien sportif de niveau, là je me dis ah oui, ok. Le mail il est pour moi parce que le mec s'est renseigné et qu'il veut vraiment me contacter. Alors qu'en réalité, ça c'est des variables. Nous, quand on travaille avec Data Ananas, il y a beaucoup de variables dans les mails. En fait, on insère des variables et du coup, on les personnalise un maximum. Donc, la seule chose que je peux conseiller, c'est juste de personnaliser un maximum les mails pour du coup que ça améliore le taux de rendement et le taux de retour, simplement. Ok. Effectivement, tu parles de la personnalisation. Est-ce que tu peux donner des éléments, en fait, en plus des éléments en plus, nous, en fait, comment on commence? Tout simplement, pour moi, déjà, il faut savoir que quand on prospecte, le but d'une prospection, c'est de prendre un rendez-vous. Il ne faut jamais qu'un mail dépasse plus de 15 lignes. Ça, c'est le point de départ quand on prospecte. Donc, tu as toujours 4 corps de texte. Tu as toujours la petite phrase d'accroche. Je prends un exemple tout bête. Nous, ce qu'on va faire, c'est bonjour Maxime, je me permets de vous contacter car je suis président chez V-Gain. Et l'idée aussi, après le deuxième corps qui arrive, c'est d'attirer l'attention du prospect que vous avez en face de lui sans forcément lui dire ce que vous faites. Nous, ce qu'on dit très souvent quand on contactait les gros clubs de haut niveau, il faut savoir qu'au départ, on n'avait qu'un seul produit, qu'une seule protéine. Si j'aurais dit au club de niveau bonjour, je vous contacte parce que j'aimerais vous proposer ma protéine, le club de niveau va me dire ok, il veut me parler de sa protéine. Et nous, en fait, on a en disant bonjour, je vous contacte parce qu'on est une société qui est spécialisée dans la nutrition sportive et naturelle. Et on ne disait pas qu'on était bio, on ne disait pas qu'on était vegan, on ne disait pas qu'on était Made in France, on disait qu'on était spécialisé dans la nutrition sportive naturelle. Et en fait, il y a des mots-clés comme ça qui fait que l'interlocuteur qui est en face de vous, il va se dire ok, j'ai pas d'infos, mais pour avoir plus d'infos, il faut prendre le rendez-vous. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir ces phrases d'accroche-là. Après, justement, derrière, vous connaissez votre boulot, vous connaissez votre produit, vous connaissez vos produits, et c'est justement lors du rendez-vous que vous allez pouvoir faire la découverte, et là, du coup, l'amener comme il le pense. Donc nous, c'est comme ça que ça fonctionnait, même avec grands comptes, même quand on était étudiant, quand ça commençait avec V-Gain, alors qu'on n'avait rien. C'est comme ça qu'on arrivait à avoir les retours des directeurs sportifs des grands clubs, de Montpellier, de la Saint-Etienne, des préparateurs physiques des grands groupes, du Paris Saint-Germain, de Lille, parce qu'en fait, on amenait ces petites phrases d'accroche sans forcément dire ce qu'on faisait,
Et s'ils voulaient en savoir plus, bah là, forcément, ils étaient obligés de prendre un rendez-vous. Après, il y a les dernières phrases qu'on mettait en place. C'est ce qui permet d'avoir les meilleurs taux de retour, c'est du coup de forcer la prise de rendez-vous. Donc en gros, on mettait le plus simple serait d'en discuter. Seriez-vous disponible mercredi ou jeudi à 11h ou midi par exemple, tu vois, c'est ce qu'on était. Au lieu de dire par mois, quand vous êtes disponible, bah, du coup la personne va plus facilement regarder dans son agenda en disant ok, mercredi, jeudi, j'ai un créneau là. Si on lui dit bah n'hésitez pas à revenir vers moi dès que vous êtes disponible, bah, la personne va dire ok, je verrai plus tard. Et après, il y a des phrases à la fin où on mettait merci d'avance de votre retour, plutôt dans l'attente de votre retour. Ça pousse encore une fois les prospects à répondre plus favorablement. Après, il n'y a pas de technique de dire exacte, mais en tout cas, nous, en faisant ça, et on a réussi à avoir les grands comptes et qui fait que si vous connaissez votre produit, si vous êtes bon négociateur, et bah après, tout se fait lors du rendez-vous. Mais en tout cas, le plus dur, c'est d'avoir ces rendez-vous. Et aujourd'hui, nous, on avait des taux de retour de 70 à 80%, et même pour les athlètes, taux à 80-90%. Après, c'est au taux de conversion derrière d'avoir les bons commerciaux pour bien les convaincre. Ok. Ben, je te rejoins dessus sur les éléments que tu as mis dans tes mails. En fait, moi, je fais beaucoup de mailing. Enfin, j'ai une agence de communication. Donc, je fais beaucoup de mailing. Okay. Enfin, pas donc. J'aurais pu prendre ma voiture et puis frapper aux portes des entreprises. Hein, voilà. Mais bon, c'est pas mon truc. Moi, je pense que, comme tu as dit au début, chacun fait. Voilà. Moi, par rapport à ma nature, je suis pas quelqu'un. J'ai beaucoup plus du mal à. Tu vois, je suis pas commercial de base. Donc c'est pas un truc machin, mais ça s'apprend en fait, hein, je pense. Et mes mails, alors pour arriver au résultat, je t'explique un peu. Pour la prise de rendez-vous, ça c'est quelque chose que au début je disais, je mettais le lien d'HubSpot. Voilà, prenez rendez-vous, machin. Okay. Et là il n'y a jamais personne. Il y a peut-être, allez, on va dire, sur 100 personnes, il y a peut-être deux qui prennent rendez-vous. Et là j'exagère, j'ai envie de dire un, quasiment. Et du moment où j'ai, entre guillemets, forcé le choix, c'est-à-dire j'ai réservé des créneaux mercredi, vendredi, enfin des jours, mercredi, vendredi, pour les rendez-vous. Et du coup, je propose aux gens, aux clients, aux leads, enfin ça dépend. Voilà. Prochain rendez-vous, est-ce que ça vous dit, enfin est-ce que vous êtes disponible mercredi par exemple à 10h, 10h, 14h ou vendredi 9h, 15h par exemple. Et là, sur les 100, quand je fais ça, ben là, il y a quasiment, facile, ça dépasse les 60 personnes qui vont me dire, bon, ben voilà, je vais choisir. Mercredi, c'est bon, telle heure, c'est bon, ou si je peux par 14h, ben, est-ce que vous pouvez, enfin voilà. En fait, dans le mail, il faut ce que moi j'ai compris, hein, mais après, pour arriver à cette conclusion-là, pareil pour vous, il faut faire plusieurs tests. Il faut tester, il faut envoyer plein de mails. Ouais. Et analyser, faire. Il n'y a pas la recette. La recette, je ne pense pas qu'elle existe en fait, tu vois. Après, chaque personne a son business, chaque personne a son activité, son produit. Mais il faut faire plein de tests en fait. Et ce qu'on appelle un peu les A/B testing là, il faut vraiment faire, faut pas hésiter. Même envoyer un mail à la même personne, mais le mail différemment, l'objet, changer l'objet pour voir si l'objet, ben, il va ouvrir. S'il y a une personne, elle n'a pas ouvert avec cet objet-là, relancer peut-être pas le même mail, mais en tout cas, l'objectif du mail est le même. Et essayer de voir ça. Et en fait, effectivement, la phrase d'accroche, Mathis, mais coupe ton micro. Et du coup, la prospection est différente, en fait. Mais pour arriver à ça, il faut vraiment faire plein de tests. Je ne sais pas combien de tests vous avez fait. Je prends un exemple. Même nous, tu vois, je prends un exemple tout bête aussi. Des fois, il ne faut pas, comme tu as dit, hésiter à tenter. Nous, je prends un exemple dans les mails de prospection. Donc, on envoie des séquences de 5 mails. Le dernier mail, c'est le chapeauté. Tu vois, on envoie un GIF ou le chapeauté. En fait, on part du principe que le mec qui répond pas, ou la personne, en tout cas ton prospect, répond pas à un mail, 2 mails, 3 mails, 4 mails, bah, part à l'autodérision. Après, nous, je connais pas vos sociétés, tu vois, mais on vend pas une assurance, tu vois. On est une start-up, on est cool, on est jeune. Donc, tu vois, on envoie un petit chapeauté qui pleure et en fait, on envoie 100 nouvelles de votre part. Je me vois obligé d'utiliser ma dernière carte, tu vois, et on dit rien. Et là, les gens, ils rigolent, tu vois. Je pense qu'on est dans un monde aujourd'hui où faut juste kiffer l'instant et se dire que vous tentez, c'est tout. Faut pas hésiter à casser un peu les codes et sortir un petit peu de ce monde traditionnel où il faut vous voyer constamment. Je pense que tout le monde a envie finalement de discuter de manière plus ouverte et d'être plus saine. Après, ça marche pas avec tout le monde, hein, bien sûr, mais comme tu as dit, je pense que voilà, il faut pas hésiter à tenter des choses. Ouais, c'est ça. Mais tu parles du chapeauté là. HubSpot, c'est comme ça qu'ils m'ont eu en fait.
enfin, je suis partenaire du spot en fait. Et comme j'utilisais, bon, tu vois, ils savent, donc je sais plus c'est comment elle s'appelle, s'occuper du partenariat. Mais du coup, enfin bon, elle envoie un premier mail, je sais pas, bon, je suis regardé, je suis, ouais, bon, je sais pas, c'est ça. Deuxième, troisième, et je suis passé le dernier mail où elle a envoyé une vidéo, un truc comme ça, je sais plus trop. Une vidéo où elle chantait désolé, machin. Enfin, je sais plus, un truc comme ça, du genre avec un petit tableau où elle écrivait bye bye. Truc. Et du coup, ça m'a fait sourire. Je me suis dit non, mais attends, elle est dans l'excès quand même. Et du coup, j'ai recontacté, tu vois, j'ai dit j'ai de l'empathie, allez, ça me fait un peu de la peine, je la recontacte. Et puis du coup, ben voilà, je suis une partenaire. Et comme tu dis, faut pas hésiter, il ne faut pas forcément. Par exemple, si vous adressez un directeur, tout le monde va envoyer un mail. Monsieur le directeur, je ne sais pas s'il s'appelle Jacques, ben allez, n'hésitez pas à mettre bonjour Jacques, même si les directeurs c'est son statut, mais son prénom c'est Jacques en fait. Après, bon, ça peut passer, puisque le mail va être différent, l'approche va être différente. Il n'y a rien à perdre. De toute façon, au pire, vous avez un mail, vous envoyez le mail. Ça passe, ça passe ou ça casse. C'est pas, enfin, ça casse. Ça passe ou ça passe pas, tout simplement. Et non, franchement, il faut pas hésiter, en fait. Pas de questions, Samantha, Samuel, Mathis? Non, moi, c'est bon. C'était clair. Ok. Pour moi aussi, je prends beaucoup de notes, donc ça va. Après, j'aurais juste une question, Maxime. Si tu pourrais résumer en fait, ce qui a fait. Bon, on n'a pas parlé chiffres, de savoir où est-ce que vous en êtes. Est-ce que du coup, vous avez atteint vos objectifs? Est-ce que vous êtes satisfait ou est-ce que vous êtes encore en deçà de ce que vous voulez? Mais est-ce que toi, tu estimes que du coup, votre projet est une réussite? Encore mieux. Bon, en plus, ça me fait rire parce que je pense que ça va revenir, Joël, mais du coup, c'est la prochaine question. C'est ça, ouais, les résultats, chiffres, on fait un Mathis, t'es trop fort, t'es plus vite que. Ah, ok, bah, je te laisse dérouler alors du coup. Alors aujourd'hui, en fait, avec Vigain, on a une très forte croissance depuis qu'on a signé Decathlon. On a signé Decathlon Europe, donc ça allait très vite avec ça. On a fait le choix de partir à l'international aussi. Donc aujourd'hui, Vigain, c'est un peu moins d'1 million d'euros en un peu moins de 2 ans, un peu plus de 2 ans. On est passé de 3 salariés à 11 salariés en 1 an. Nous, l'idée qu'on avait pour l'associé, après chaque personne est différente, mais c'est qu'on a fait le choix d'avoir une croissance d'investissement, dans le sens où on pouvait se gaver sans être prétentieux, mais on a fait le choix, du coup, au contraire, de vivre simplement. Je vais être très franc avec vous, hein, je gagne un peu plus de 1 500 € par mois, mais l'idée, c'était de continuer à avoir une équipe solide, de continuer à développer des nouveaux projets. Donc aujourd'hui, on était à 600 kg de production, par exemple, il y a 1 an. On est passé à 4 tonnes, là on va passer à 8 tonnes. On est présent au Japon, on est parti en Amérique du Nord avec mon associé au Canada et principalement également à New York pour voir l'extension américaine. Là, on va signer avec l'Asie pour que nos produits soient vendus avec des distributeurs en Inde. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on est satisfait parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Le problème qu'il y a, pour être très franc avec vous, c'est qu'on est très dépendant des matières premières, on est très dépendant de l'inflation. Je vais être très franc avec vous aussi, c'est que nous, on se mange beaucoup de claques dans la gueule, je pense, comme beaucoup d'entre vous. Nous, on a appris à se dire, dans tous les cas, tous les jours, tout le temps. Et il faut juste, en fait, au lieu de se concentrer sur les problèmes, c'est de trouver des solutions. Donc quand ça ne passait pas, quand il y a eu des soucis, du coup, on a fait le choix de partir sur autre chose. Ça se trouve, le premier produit qu'on a aujourd'hui, peut-être qu'on va l'arrêter dans 1 an, j'en sais rien. Aujourd'hui, on a 10 clubs professionnels. Pour donner un peu plus de chiffres, on a 10 clubs professionnels, on a 180 athlètes de haut niveau, on a 200 boutiques à peu près. On est chez Decathlon Europe. On est également vendu chez Greenwiz, la plus grande plateforme de produits bio en ligne. Quoi d'autre? On est du coup présent à l'international, donc au Japon. On va essayer de développer le Canada, c'est bien parti. Puis du coup l'Asie. Et puis voilà, après, je pense qu'on ne peut pas être satisfait. Si on est satisfait à un moment donné, c'est que du coup, on stagne un petit peu. Nous, l'idée, au contraire, c'est de proposer des nouveaux produits, développer de nouvelles gammes pour finalement répondre à une cible qui est de plus en plus large. Donc voilà ce que je peux dire sur les chiffres. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Je ne sais pas si tu as des questions plus particulières, plus précises peut-être. J'ai pas entendu les chiffres que tu as dit, j'ai pas entendu.
chiffre comme quoi vous réalisez? On a un peu moins d'1 million. Un peu moins d'1 million à l'année? Ouais. Et en fait, et vous, en fait, bon, après, c'est vrai qu'on est dans une période un peu d'incertitude. Il y a eu le Covid, là, il y a la guerre, il y a l'augmentation des matières premières, des transports. Du coup, en fait, par rapport à ça, ce que tu disais, c'était un peu par rapport à toute cette conjoncture-là, que vous n'êtes pas fixé d'objectifs. Mais du coup, est-ce que vous qualifierez du coup votre entreprise comme une réussite aujourd'hui? Une réussite, je pense, c'est un grand mot. Et là où je vais juste couper rapidement, c'est qu'on a un peu moins d'1 million, mais il faut savoir qu'on est en résultat négatif. Le chiffre d'affaires ne veut pas dire bénéfice. C'est pour ça que je te dis que nous, on est dans une phase de croissance et on est dans une phase de réinvestissement. C'est un choix qu'on a fait. Comme je t'ai dit, on aurait pu se dire, bah écoute, non, on reste là où on est. Alors que nous, en fait, non, notre vision, c'est plutôt de se dire, bah, on prend des nouveaux salariés, on investit dans de nouveaux produits. Donc aujourd'hui, c'est une réussite, oui, parce qu'on est ça, on est fiers d'avoir des salariés, on est fiers de créer de l'emploi. Après, voilà, on espère aller plus loin et plus vite. Et l'idée, c'est justement avec les nouveaux produits, plus de CA et de faire encore plus de volume. Et du coup, alors ma question, elle allait se porter sur le fait de qu'est-ce qui a fait votre réussite jusqu'à présent aujourd'hui? Qu'est-ce que tu estimes, qu'est-ce qui a fait votre force? C'est quoi la quintessence? Je pense que le point de départ, ça a été que nous, on a mis 13 mois quand même. C'est 13 mois d'R&D. C'est qu'on savait que pour être bien sur le marché, pour avoir un bon produit, il fallait prendre son temps. Donc on a beaucoup misé sur le bon produit déjà. Ça, c'était le point de départ. Après, ça a pris beaucoup de temps, mais une fois qu'on a eu les gros contacts, les gros clubs, ça a pris beaucoup de temps, hein, encore une fois. Mais une fois qu'on avait une certaine crédibilité et notoriété avec les gros clubs de Ligue 1, de Ligue 2, Top 14, et surtout, depuis qu'on a signé Decathlon Europe, bah là, effectivement, c'est ce qui a fait le gros boom. Depuis qu'on a signé, ça a commencé par Decathlon Belgique, même pas la France, hein, pour t'expliquer. Hein. On a prospecté la France pendant plusieurs mois. On était en négociation et tout. Et c'est la Belgique qui a signé en premier. Après, il y a eu Luxembourg, il y a eu Pays-Bas, puis là, la France nous a recontacté pour qu'on signe avec eux. Puis après, on a ouvert toute l'Europe, l'Italie, l'Espagne, et puis après, tout a été ouvert. Donc ça nous a permis d'avoir en tout cas un gros bagage solide. Et derrière ça, on a signé avec le groupe Lafayette, un groupe de réseau de pharmacie et parapharmacie. Donc, ça n'a rien à voir avec le Galerie Lafayette. Et du coup, ça nous a permis de rentrer en pharmacie et parapharmacie. Et du coup, là, encore une fois, ça nous a permis de... Encore une fois, moi, je pense que ça a été un choix de notre part. Chaque personne pense différemment. Et dans la pépinière, Jean-Yves, tu le sais, ou Cyril y était, on a tous des stratégies différentes. Nous, c'était quand même une grosse stratégie de se dire, on veut taper les gros. On aurait pu se planter, hein, mais vu qu'on était sûr de notre produit, on voulait taper les gros. Et une fois qu'on avait les gros, on s'est dit, au moins, on peut aller voir les petits. Et au bout de 2 ans, ça fonctionne. Mais pendant 1 an et demi, c'était très, très compliqué. La première année, on a fait 10 000 euros de CA. C'était miséreux. Heureusement qu'on avait une bonne trésorerie. On avait mis 35 000 euros en tout. Mais on a perdu presque 20 000 euros la première année. Après, on a cru en notre stratégie de pénétration. On y a cru. Aujourd'hui, ça paye, heureusement. Mais après, le lead time, il est long. Il y a beaucoup de boîtes qui font ça la plupart du temps, qui commencent petite boutique par petite boutique, qui vont crescendo et c'est mérité. Et chacun voit ça différent. Mais nous, le marché était tellement gros, tellement puissant, il y avait tellement de gros acteurs qu'on s'est dit, faut contrer tout ça. Il faut qu'on aille direct voir les gros parce que les petits ne nous feront pas confiance et les petits vont dire, mais t'es qui, toi, qui va acheter? Donc aujourd'hui, on est satisfait, mais ça a pris du temps. Ça a pris beaucoup de temps et en l'occurrence, comme je te dis, voilà, Decathlon, ça a mis plus d'1 an. Plus d'1 an à signer avec eux, puis maintenant, on a signé, donc on est très content d'être avec eux. Et comment vous avez attaqué Decathlon? Et prospection ciblée, segmentée. J'ai récupéré les mails des directeurs d'achat de Decathlon via Snowblow. Ouais, c'est ça, exact. Donc j'ai contacté sur LinkedIn. Puis encore, dans les grands groupes, ce qui est compliqué, c'est de savoir qui est décisionnaire. Tu vois, il y a écrit directeur d'achat, mais tu as 50 directeurs d'achat chez Decathlon. Mais qui est directeur d'achat des protéines, tu vois, donc le mec, il va dire ça, non, c'est pas moi, c'est lui, puis bam, il faut pas lâcher, quoi. Ouais. Après, on fait ça avec beaucoup de groupes, hein. Là, on est encore en phase avec Monoprix, c'est ce qu'on fait encore. Avec Monoprix, c'est bon, maintenant, on sait qui est la bonne personne. Avec Monoprix, Naturalia, enfin, tu vois, ça, c'est des lead times qui sont très longs, mais il faut pas les lâcher à mon sens, parce que c'est ce qui va te permettre, toi, aujourd'hui, d'augmenter tes volumes, et du coup, déjà, toi, de mieux négocier avec tes fournisseurs, de diminuer tes coûts de revient, et du coup, potentiellement diminuer ton prix d'achat, et si tu le souhaites et si tu le veux, diminuer ton prix de vente.
Tu vois, notre prix de vente, il était à 48 €. Et bah, nous, l'idée, c'est qu'on veut vraiment rendre accessible au plus grand nombre naturel. Et bah, du coup, le coût de revient nous a diminué parce qu'on est passé de 600 kg à 4 tonnes. Donc forcément, tu as des prix par échelle. Et bah, du coup, on a fait le choix, nous, de diminuer de 5 € le prix de vente. Parce qu'à mon sens, il doit y avoir une cohérence. Nous, ce qu'on veut, c'est pas se gaver davantage. C'est vraiment de permettre au plus grand nombre d'avoir des bons produits. Et bien sûr, plus ton prix est accessible, plus les personnes vont acheter, et plus tu auras plus pas cher, plus tu auras de volume. Donc après, c'est des stratégies différentes. Ça dépend ceux qui visent à court terme ou à long terme. Et nous, on a plus une stratégie de viser à long terme. Ouais, je vois. Ouais, je te rejoins sur la partie décisionnaire. Il faut vraiment savoir qui est la bonne personne, en fait. Parce que moi, ça m'arrive des fois d'avoir... Ouais, qui valide. C'est ça, qui va valider. Parce que moi, tu vois, que je fonctionne sur devis. Mais ça, ça a pris du temps pour que je puisse comprendre ça. Ça m'a peut-être 2 ans, enfin, entre les 2 ans de Covid, là, bon, voilà. Mais souvent, je faisais des devis. Et voilà, je me dis, mais c'est pas possible, je fais des retours, machin, je contacte la personne. Mais en fait, la personne, elle est par exemple, je sais pas, assistant, chef de projet, par exemple. Et du coup, c'est pas elle qui va décider, c'est le mec qui est au-dessus du mec, au-dessus du mec. Et par exemple, maintenant, moi, pour mes devis, je fais des présentations, je présente le devis, j'envoie plus le devis. Comme ça, je fais des présentations et je m'assure que le jour de la présentation, la personne qui décide, elle est là. Comme ça, il y a pas de questions. Il y a toujours des questions sur, mais écoutez, ça, c'est quoi, c'est machin. Du coup, j'essaie de répondre le maximum à toutes ces questions-là au moment de la présentation. Il faut que cette personne-là soit présente. Ou au moins la personne la plus proche d'elle. Comme ça me garantit d'avoir un taux de conversion un peu plus fort. Et puis de moins perdre de temps, en fait. Parce que quand tu t'adresses pas aux bonnes personnes, ben, tu vois, tu parles de lead time, ben, il peut être éternel, en fait. Hein, si tu n'as pas le bon contact, tu peux tout vite tourner en rond. Et c'est un peu chiant, en fait. Et ouais, tu perds du temps. Tu perds beaucoup de temps, en fait. Et voilà, ça, c'est vraiment relou. Ouais. Ok. Du coup, on a perdu Samuel. Vas-y. Sur ça, en tout cas, moi, un conseil que je peux juste donner, c'est juste de s'entourer des bonnes personnes. Tu vois, comme je disais tout à l'heure, il faut être conscient de ses qualités, ses faiblesses. Les 3 premiers recrutements qu'on a fait, c'était en marketing et communication. Parce qu'on n'avait pas de compétences dedans, il faut être conscient de ça. Il ne faut pas se dire parce que je suis chef d'entreprise, parce que je maîtrise tout. Et nous, encore une fois, à 25 ans, c'est pas moi qui vais dire quoi que ce soit. Mais ça va, ils sont plus compétents que moi. Et heureusement, il faut l'assumer. Les 2 derniers postes qu'on a ouverts, c'est 2 commerciaux. Parce qu'on savait qu'on était bon dedans, on a juste développé tout ça. Mais il ne faut pas avoir peur de dire je ne connais pas, je ne maîtrise pas en fait. En étant chef d'entreprise, on ne peut pas tout maîtriser et tout connaître. Et moi, je connais des patrons qui disent non, mais moi je sais. Non. Tu sais tout. Dans ce cas-là, tu recrutes personne et monte ta boîte tout seul et avance pas en fait. Mais de toute façon, mais il faut être conscient de ça en fait. Tu ne peux pas tout savoir. De toute façon, moi, par exemple, à mon échelle, moi, je sais que, par exemple, je vous ai dit, je t'ai dit tout à l'heure, commercial, c'est pas mon truc. Donc, moi, j'essaie demain, si le premier poste que je me vois recruter, c'est un commercial. Sûr. C'est sûr. Parce que tu vois, les téléphones qui sonnent, les trucs, machin, c'est relou. J'aime pas spécialement ça. Bon, faut faire parce que, bon, voilà, tu es obligé. Mais si je peux déléguer, moi, ça, franchement, parce que moi, je pense que quand tu délègues aux bonnes personnes, je ne sais pas si... Justement, tu as parlé de recrutement. Comment vous avez fait? Il y a eu des couacs, vous avez mis en place des solutions pour trouver la bonne personne? Ou c'est au feeling? Comment vous fonctionnez? Nous, déjà, à chaque recrutement qu'on fait, on a 3 phases de rendez-vous. On a d'abord le premier rendez-vous téléphonique, après il y a 2 rendez-vous physiques. En fait, après on élimine au fur et à mesure. Il y a le 3e rendez-vous. On fait aussi des études de cas, ça c'est important. Il y a du feeling aussi, mais on fait tout le temps des études de cas en fait. Ça c'est important. Tu prends un commercial, on va lui dire tiens, j'arrive dans 10 minutes et tu me vends le stylo. Bon, j'extrapole, hein, mais c'est pas le non plus, mais on leur dit en marketing et communication, on va lui dire bah tiens, tu as 5 minutes, tu as telle image, je veux que tu m'écrives un texte. Donc ça, on fait des études de cas. Après, on s'est trompé, on a déjà remercié des personnes, hein, même plusieurs. C'est comme ça, tu peux toujours te tromper et je pense que c'est important aussi de juste prendre son temps. Après, des fois, ça ne matche pas et tu ne te rends pas compte tout de suite. Ok. Samantha, tu as pris beaucoup de notes? Est-ce que tu as des questions? Mathis, Samuel? Non, c'est bon. Oui, ça va. J'ai appris pas mal de choses. Mais
surtout pour la partie mailing et tout ce qui était prospect, ma difficulté principale, c'est vraiment de me rapprocher d'éventuels prospects et en fait savoir par exemple comment rédiger en fait le premier mail, le premier contact. Donc en tout cas j'ai appris pas mal de choses à ce niveau. Après, si vous voulez, moi je peux vous envoyer des bases de mails, enfin, des mails qu'on a, donc je peux envoyer les 5 mails qu'on envoie et si tu veux, je peux vous les partager. Pour moi, rien n'est secret. Et je peux vous envoyer les 5 mails qu'on envoie. Et vous aurez une trame de base. Comme je l'ai dit, tu verras bien le départ, c'est de moins en dire. Plus tu en dis sur l'activité, plus le prospect en face de toi va se dire bah ça m'intéresse pas. Alors qu'en réalité, peut-être ça peut l'intéresser, mais le but en fait de prospecter, c'est de prendre un rendez-vous, c'est tout. Quand tu reçois des pavés de 25 lignes, enfin, même vous, ça doit vous arriver. Est-ce que vous les lisez? Ben non, personne lit ça. Tu regardes les 2 premières lignes, tu dis c'est bon, j'en ai ras-le-bol, et le mail, tu passes. Alors que ça se trouve, c'est une bonne solution. Mais tu n'as même pas envie de le lire. Explique-moi au téléphone, fais-moi un rendez-vous, fais-moi un truc clair et concis. Okay. Non, c'est vraiment ce que j'ai compris, en tout cas, dans ton discours et qui va me permettre d'évoluer à ce niveau, c'est la finalité avant un rendez-vous. En gros, c'est ce que moi je retiens principalement parce que c'est ce que j'avais du mal à avoir comme retour et je pense que ça vient aussi de la manière d'aborder la personne la première fois. Moi, si je vais rajouter quelque chose, vas-y, Samantha, fini. En tout cas, oui, je reste très intéressée pour avoir les 5 premiers pour avoir une trame. Ok, de mon côté, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai été coupé pendant un petit moment parce que j'ai dû me déplacer, je venais dans notre webinaire. Mais en tout cas, ce que j'ai entendu, ce que j'ai compris, en fait, ça me motive aussi et je suis vraiment content de ton parcours. Franchement, ça fait plaisir d'entendre ça. Merci, mais je pense qu'il y a tout à créer encore. Ok, et pour les mails aussi, moi, comme j'ai dit, moi, je ne peux pas encore balancer les mails encore puisque bon, je suis seul et je risque de me retrouver vite débordé. Mais ça, c'est une stratégie que j'avais déjà prévue. Quelque chose que moi je voulais rajouter par rapport au mail, enfin en tout cas tout l'aspect commercial, c'est la partie émotion en fait. Et quand on voit un mail, tu vois en fait, comme tu dis Maxime, quand on voit un pavé, c'est plus saoulant, lourd qu'autre chose en fait. Et bon, après je pense que, je sais pas si, moi ce que j'ai réalisé, et encore une fois, c'est en faisant beaucoup de tests, c'est que le lead, il va plus souvent, en fait, il va être plus ouvert au produit, enfin, à découvrir un peu, peut-être pas forcément passer à l'achat, à la conversion, enfin, etc., mais plus ouvert quand il va entendre ta voix, quand il va voir, quand il va commencer à palper, à toucher, à voir, ça dépend du produit, de ce que tu vends, en fait. Donc, si c'est un service, tu vois, essayer de faire, si c'est, attends, excuse-moi, si c'est, par exemple, moi, mes démonstrations, c'est des démos, j'accompagne le devis de la présentation. Et en fait, ça permet au prospect de se projeter, en fait. Et là, l'imaginaire, enfin, tout ça rentre en jeu. Et là, c'est plus simple. Derrière, il y a l'aspect confiance, il y a la confiance qui va être établie. Le fait de pouvoir mettre un nom, une voix sur une adresse mail ou quelque chose comme ça, ou sur une image, une photo, ça aussi, c'est important. Enfin, c'est tous ces aspects-là. Donc, quand Maxime dit faut prendre un rendez-vous, c'est exact. Il faut vraiment penser à ça, en fait. L'objectif principal du premier mail, c'est ça, prendre le rendez-vous. Essayer d'avoir la personne au tel, en visio ou en présentiel, enfin, peu importe. Mais essayer d'avoir ce premier rendez-vous-là où la personne va pouvoir déjà vous identifier, que ce soit par une voix, que ce soit par une image, enfin, peu importe. Et là, après, c'est l'aspect commercial. Vous connaissez le produit. Comme Max, il vous disait, vous avez vu, il a fait la prospection sur un produit avec une entreprise fictive, sur un produit fictif. Mais le plus important, c'est que l'équipe a cru en ce produit-là, en fait. Tellement fort que, du coup, c'était possible de le vendre alors qu'il n'existait pas, en fait. Et tu as fait un rapprochement là sur le Loup de Wall Street avec, je ne sais pas si vous avez vu ce film-là, avec le stylo, mais c'est la même chose, en fait. Quand tu dis à quelqu'un, quand il dit vends-moi ce stylo-là, du coup, si tu crois en ce que tu as, ce que tu veux, ton produit, ton service, tu vends n'importe quoi en fait. C'est pas... Le plus important, c'est vraiment au départ, c'est de croire en ce que vous avez et en votre produit. Et il faut prendre du temps pour pouvoir
peaufiner, machin, imaginer, s'imprégner du truc. Et puis après, bon voilà, ça roule tout seul. Après, ça peut passer comme ça peut ne pas passer, mais bon, c'est pas... Le plus important, c'est vraiment d'y croire et puis d'y aller, en fait. Hein. Peu importe vraiment la manière d'atteindre le lead, il faut vraiment y croire. D'ailleurs, justement, Maxime, tu as cru, enfin, vous y avez cru à deux, ben voilà. Le résultat est là. Alors, ben on est arrivé un peu au bout de... Pas un peu, on est arrivé au bout de notre échange. Je te remercie beaucoup, Maxime. Est-ce qu'il y a de petites questions, de petites remarques? C'est bon? Ça va, Mathis? C'est bon pour toi? Moi, en fait, j'ai juste une question. Du coup, là, sur votre développement, vous êtes parti, vous partez sur quelle stratégie là, depuis tout ça, là, maintenant? Bah, là, en fait, l'idée, c'est que nous, le but, c'était d'avoir une crédibilité, une notoriété, comme je l'avais dit, d'être une marque référente dans le sport de haut niveau. Et maintenant, en fait, vu qu'on a des acteurs, des gros noms, on va arrêter de. Enfin, du coup, on a déjà arrêté depuis un petit moment. Et l'idée, c'est de faire consommer nos produits aux non-sportifs. Et d'où le fait qu'on a sorti un livre de recettes. Donc, il y a 2 livres de recettes qui vont arriver sur le marché. Donc, en fait, l'idée, c'est de permettre. Donc, là, ça commence déjà. Tu vois, quand on fait des events, il y a des mères de famille, tu vois, qui viennent consommer nos produits parce qu'on va dans la négociation, on va leur mettre en place, quand on vend, on va leur dire, tu peux faire des cakes protéinés. En fait, voilà, l'idée, c'est de leur permettre de se rendre compte que leur rapport aux protéines n'est pas suffisant et que du coup, en fait, les compléments alimentaires peuvent leur permettre d'atteindre le taux conseillé par l'OMS. Et du coup, la stratégie, c'est vraiment d'arriver du coup d'être une marque référente dans la nutrition tout court et pas d'être une marque référente dans la nutrition sportive. Donc la stratégie de pénétration, on l'a fait, on l'a mis en place. Et puis ensuite, maintenant, on essaye de bouger sur une vision beaucoup plus large. Voilà. Mais du coup, tu as parlé des événements là. Vite fait, ça m'a occupé machin. Du coup, ça, c'est un levier. Du coup, il y a l'emailing, tu as les partenariats, tu as les événements. Comment tu as mis en place les événements, justement? En fait, les événements, c'est pas des salons. Dès que nous, on fait une ouverture dans une salle de sport, on l'a vu au départ, on a appris nos erreurs. On sait très bien que nous, on est bons vendeurs. Donc, c'est-à-dire que nous, les produits, on les met en salle de sport. Arrivé les 2 premières fois. Le premier event qu'on a fait, je me souviendrai tout le temps, on a fait chez Fitness Park. L'objectif du mois de la salle, c'était 1 000 €. Le soir, on a fait 800 €. Par contre, on a acheté nos produits après. Et en 1 mois, ils ont vendu 2 pots. Et donc là, on s'est dit, il y a eu un souci. Et donc, du coup, quand on fait des ouvertures maintenant des salles de sport, à chaque ouverture de salle de sport ou chaque ouverture de boutique, et ben, du coup, on fait un événement. Donc, du coup, on se pointe, on va là-bas. Nous, on a vu, il y a beaucoup de fois où après, on a vendu à des pros, ils ont mis les pots en rayon et rien ne se passait. Et du coup, maintenant, on fait un événement où, du coup, on demande absolument à la salle de sport, à la boutique, à la pharmacie ou parapharmacie, qu'il y ait une personne, un commercial, un associé, j'en sais rien, qui soit à côté de nous durant tout l'événement, au moins qu'ils comprennent nos techniques de vente et qu'ils puissent s'imprégner du produit et qui fait que notre produit, aujourd'hui, il se vend à n'importe qui dans le sens où tu es sportif de niveau, on va te le vendre. T'es une mère de famille, on va te le vendre. T'es vegan, on va te le vendre. Tu vois, l'idée, c'est vraiment de faire une bonne découverte et c'est ça que ça fonctionne. D'accord, ok. Ça marche, ok. En fait, il faut accompagner les gens. Ce que je veux dire, c'est ça, c'est... Toi, tu sais vendre ton produit, tu connais ton produit, mais est-ce qu'eux vont savoir bien le vendre? Et pour avoir un repeat business qui soit important, il faut qu'eux puissent bien le vendre. Et pour bien le vendre, il faut que tu puisses les accompagner. Ça va te prendre du temps. Mais il vaut mieux avoir un client qui revienne plutôt que faire du one-shot et qu'en fait, derrière, il n'y a plus rien qui se passe. Ok. Ça marche. Ok, je te remercie. Ok. Maxime, c'est bon pour toi? Pas Maxime. Ouais, nickel. Bah, juste rajouter que Vas-y. dans peu de temps, vous allez trouver nos produits du coup en Martinique, puisque Cyril revend. Les premières palettes sont arrivées il y a et vont être vendues en Martinique dans quelques temps. Ok, ça marche. Eh bien, écoute, en tout cas, merci encore à toi pour ton échange, pour ta disponibilité. Je vais mettre la caméra. Et bah, merci à vous. Merci beaucoup, Maxime. Et puis, en tout cas, bon courage pour la suite. Bah, merci à vous. Mais n'hésitez pas, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de... Je ne sais pas, toi, Jean-Yves ou à Cyril, de vous transmettre déjà les mails.
Puis n'hésitez pas à revenir vers moi, je ne sais pas sur LinkedIn, si vous avez besoin de questions, j'en sais rien, moi, je suis là pour répondre. Il n'y a pas de souci, ben, tu envoies à Cyril et puis il va s'occuper du reste. Ok, ça marche. En tout cas, merci Samantha. Bon, Samuel et Jennifer sont déjà partis. Merci Mathis et puis on se voit au prochain webinaire. Enfin, on appelait ça Smart Live, mais c'est un webinaire en vrai. Et puis voilà, ok. À plus tard. Ok, merci. Merci à vous deux. Bye bye. Ciao à tous. Bon week-end. Bon week-end. Merci, ciao.